4,5 milliards, c'est le prix global de l'audiovisuel public. Pour financer Angot, Ruquier, Nagui ou autres Cohen, nous sommes taxés de 138 € par an. 138 €, c'est le prix de la redevance audiovisuelle qui sera, dès l'an prochain, payé par tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas de télévision. Nous payons 138 €. Je paie 138 €, alors que Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, ne veut pas de moi puisque je suis mâle, blanc et de plus de 50 ans. Moralité, elle veut bien de notre argent, mais elle ne veut pas de nos gueules. Alors si nous faisions ensemble un énorme bras d'honneur à tout cela en prenant une décision simple, consacrer notre argent à nos idées. Bonjour ou bonsoir à tous. Il y a longtemps que je voulais faire une émission sur le féminisme, mais je dois dire que l'actualité nous a accéléré véritablement les choses, puisque depuis ce qu'on a appelé l'affaire Weinstein, le barbe bleue d'Hollywood, on est entré dans une phase d'hystérisation des rapports entre les hommes et les femmes, qui s'est traduite notamment par la fameuse campagne « Balance ton porc », délicate expression qui appelait toutes les femmes de France et de Navarre à faire savoir au monde les abominations qu'elles avaient soumises. Et puis, cette campagne a pris la forme que chacun sait, et que résume assez bien la couverture, non pas le dernier, mais l'avant-dernier, je crois, numéro de Causeur, harcèlement féministe, arrêter la chasse à l'homme. Donc, question qui va lancer tout de suite le débat. Quand la parole des femmes se libère, comme on dit maintenant, est-ce que c'est la chasse à l'homme et au petit cochon ou au gros cochon? Elisabeth Lévy. Alors d'abord, je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques mois, quand on disait la parole se libère, c'était pour en dire le plus grand mal. Ouais. Parce qu'on nous disait que la parole se libère sur l'islam ou sur l'immigration, sur ces questions fâcheuses et sensibles. Et donc, la libération de la parole, c'est jamais bien quand c'est celle des autres, en fait, ou celle avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc j'ai été assez amusée par cette euphorie tout d'un coup pour la parole qui se libérait. Oui, je crois que maintenant il faut partir de cette expression, c'est intéressant, parce que la libération de la parole, en réalité, c'est l'absence de frein, c'est l'absence de surmoi, c'est l'absence de quant à soi, et c'est donc, en gros, vous déversez tout ce qui vous passe par la tête, toutes sortes de passions, et je crois que la plupart des femmes, d'ailleurs, qui ont témoigné de cette façon, sont sincères. Je pense que beaucoup disent sincèrement qu'elles ont été humiliées par un regard, par une mauvaise blague, et je pense que c'est une reconstruction, si vous voulez, qui est terrible, parce que si elles ne pensaient pas être victimes, je crois que ce serait plus simple, mais en fait je crois que on a mis dans la tête maintenant des femmes qu'elles étaient toutes victimes, ce qui est un puissant, comment dire, j'allais dire aphrodisiaque, c'est pas tout à fait aphrodisiaque, mais c'est très difficile, c'est visiblement très difficile d'y résister. Et oui, ça veut dire criminalisation du désir de tous les hommes, à mon avis, et surtout confusion entre la marge, si vous voulez, et ce qui est le centre de notre culture. C'est-à-dire que nous sommes dans une société, il y a des problèmes réels, il y a vraiment des vrais porcs, il faut quand même le dire, il ne faut pas l'oublier, mais nous sommes dans une société pour qui l'égalité est devenue la norme, je crois, la norme anthropologique, la norme sociale, la norme politique. Donc évidemment, il y a encore des rattrapages, des choses, mais je ne crois pas du tout qu'on soit dans une société de la domination masculine. En réalité. Et on nous fait croire, si vous voulez, que les comportements déviants sont la norme. Ça n'est juste pas possible. Bon, et puis, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il me semble l'appel à la délation
est quand même terrible dans un pays où en plus on chasse le point Godwin, si vous voulez. Il y a deux aspects d'ailleurs, parce qu'il y a effectivement la délation. Anne-Marie Le Pourriette parlait de la fièvre cafeteuse. Oui. Je trouve que c'est une belle expression. Je me permets, j'aime beaucoup Anne-Marie, mais je crois que Philippe Muret l'a fait. Ah, peut-être, oui, c'est exact, je crois que c'est Philippe Muret. La délation, on y est tous confrontés dans les petites classes, à l'école. Et je dois dire que, et ça c'est indépendamment du sujet, j'ai une espèce de phobie, là, de réelle phobie vis-à-vis des cafeteurs, des lyncheurs. Vous savez, les gens qui crient à la mort à la sortie des commissariats et des... Ah oui, oui. Bah, les croquantes et les croquants. Et des tribunaux, c'est ce que disait Brassens. Alors, j'ai lu que dans cette affaire-là, Balance ton port, il y a eu en un mois 1 million de dénonciations. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais je rappellerai que... Ça me paraît, il y a peut-être eu 1 million de messages, mais je ne crois pas que ce soit 1 million de dénonciations. Sous l'occupation, il y a eu en 4 ans 3 millions de dénonciations. Ce n'était pas les mêmes conséquences, bien entendu, mais ça montre que cette fièvre cafeteuse est toujours très vigoureuse. En fait, moi, on a beaucoup parlé d'hystérie, mais on s'est assez peu arrêté sur la chose. Et dans le fond, moi, j'ai envie maintenant de demander ça à un psychanalyste, parce qu'il me semble en fait qu'on est dans le schéma typique de l'hystérie, en fait. C'est-à-dire, le « et moi », c'est un slogan d'hystérique. Et je dis ça au sens clinique du terme. C'est pas quelqu'un qui crie. Si vous voulez, c'est cette façon, en réalité, de se mettre au milieu de toute situation. Donc, oui, je crains que... Je ne sais pas ce qui... ça n'a pas les mêmes conséquences, ça vous l'avez dit. On n'envoie pas les hommes à la mort. Pas encore, en tout cas. Non, on ne les envoie pas à la mort. On les envoie à l'opprobre social, éventuellement. Ouais. Je ne sais pas s'il faut le mettre en rapport en fait avec la délation des années 30. J'essaye de... Non, c'est pas. Mais il y a quelque chose, en tous les cas, dans le fait que ce mot balance n'est pas suscité. Il y a des gens qui aiment dénoncer. Que ce mot balance n'est pas suscité, si vous voulez, le dégoût général. Il y a quand même quelque chose. Maintenant, si quelqu'un vous a vraiment fait un truc horrible que vous avez pas réussi évidemment en fait vous êtes resté avec ça, évidemment en le balançant si vous voulez, en disant ce type est un salaud, vous pouvez vous estimer en quelque sorte, vous pouvez estimer que vous êtes rendu justice. C'est ça qui me paraît grave en fait, c'est que tout d'un coup tout le monde pense que le mépris des règles de la justice élémentaire. Le défenseur des droits, vous avez vu ce tweet, chère Ingrid? Le défenseur des droits a fait un tweet absolument sidérant. Il a fait un tweet pour demander que, en matière de harcèlement sexuel, la charge de la preuve soit inversée. Donc, si vous voulez, toutes les règles qui ont construit notre système judiciaire, la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, le secret de l'instruction, je ne dis pas qu'elles sont très appliquées, mais là on les balaye, mais sans... Donc il y a une espèce de bonne cause, comme d'habitude, on est devant une espèce de fièvre autour d'une bonne cause, c'est tout d'un coup la sainte cause des saintes femmes, et moi personnellement, mais je voudrais discuter avec mes camarades, mais moi, ce qui me rend dingue, le plus dingue là-dedans, c'est de renvoyer aux femmes, aujourd'hui, après un siècle de féminisme, après une véritable révolution, et on a vécu une révolution, et heureusement, eh bien, de renvoyer les femmes à cette image de petites choses, si vous voulez, incapables de réagir, qui sont interdites, pétrifiées, saisies d'horreur, c'est tous ces mots qu'on entend tout le temps, parce qu'un type manifeste de façon plus ou moins déplaisante, déplorable, insistante son désir. Excusez-moi, mais là, moi, je ne me reconnais pas dans cette description, et je ne reconnais pas... Mais je ne dis pas que toutes les femmes ont des grandes gueules et doivent... Mais enfin, quand même. Le tweet du défenseur des droits est d'ailleurs aussi un viol de la logique. Parce que démontrer l'inexistence de quelque chose, c'est beaucoup plus difficile que de démontrer l'existence. Hein. Maintenant, ce que vous disiez sur les victimes, tout à fait exact. Il y a une époque, paraît-il, on rêvait d'être un saint ou un héros. Aujourd'hui, on rêve d'être une victime parce que c'est plus rentable. Alors... Juste un mot, je ne vous ai pas présenté Elisabeth Lévy, parce que bon, tout le monde vous connaît et tout le monde sait qu'après une grande carrière journalistique, vous continuez à faire et des livres. Le dernier, Les Rien-Disants, aux éditions... Les Rien-Pensants. Les Rien-Pensants, pardon, aux éditions... Parce que si vous dites Rien-Disants, il n'y a plus de blague. Non. Les Rien-Pensants aux éditions du Cerf, et puis évidemment la direction de l'excellent magazine Causeur. Merci. Sur le plateau, nous avons également Ingrid Riocreux,
qui est enseignante, mère de famille, qui est agrégée de lettres modernes et qui a fait, il y a un an, un livre qui a fait du bruit, je dois dire. C'est La langue des médias, qui était une analyse extrêmement fine, pertinente, je dirais presque chirurgicale, du langage des médias et des mœurs journalistiques, et qui depuis, ou en tout cas depuis quelque temps, tient un blog hébergé sur le site de Causeur, où elle poursuit cette analyse. Et puis Emmanuelle Cluzel, qui est journaliste, mère de famille aussi d'ailleurs, on peut le dire. Vous écrivez notamment dans Mondévy, dans Boulevard Voltaire et dans d'autres choses du même genre. Et vous avez écrit un petit livre qui s'appelle Adieu Simone aux éditions du Toucan, qui était une sorte, on peut dire un pamphlet ? Oui, on peut dire ça. Une sorte de pamphlet vis-à-vis des vagues féministes, disons, dans ce qu'elles avaient d'un peu ridicule, les nouvelles précieuses ridicules, à moins que ce soit la conjuration des Trissotines et des Torquemadettes. Alors, sur ce sujet, on parlera du féminisme en général après, sur ce sujet, Gabrielle, ça vous inspire quoi, cette campagne, la chasse au porc? Alors moi, je vois surtout qu'on a fait un grand mélange, un grand blougi-boulga avec tout, c'est-à-dire que ça va du mec relou, comme elles disent. Alors déjà, moi j'ai toujours un peu de mal avec ces trentenaires qui utilisent un vocabulaire comme si elles étaient en troisième avec un appareil dentaire. Bon, mais du mec relou, il y a quand même un numéro à appeler si vous tombez sur un mec relou, au violeur. Ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Je pense que du compliment un peu maladroit au viol, il y a quand même une marge. Donc ça criminalise surtout le que compliment. Permettez-moi juste, c'est marrant, le numéro 06 du relou. Ouais. On disait cette chose, vous avez fait quelque chose qui a pu rendre une femme mal à l'aise. Ah bah oui, mais toutes les histoires d'amour commencent normalement par un truc qui a pu rendre une femme mal à l'aise, non? Voilà, alors ça criminalise le compliment, mais inversement, ça banalise aussi le viol. Vous voyez, c'est quelque chose... Après, je trouve que finalement, cette démarche est assez sexiste, parce que comme vous le disiez, Elisabeth, ça pose la femme a priori en victime. C'est un peu comme dans l'affaire Outreau, la parole d'une femme, et comme la parole d'un enfant, elle est sacrée. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas mentir, une femme n'est pas capable de duplicité, une femme n'est pas capable de manipulation, une femme est un peu simplette peut-être. Donc vous voyez, cette présomption de candeur, je me demande... Il ne faut jamais avoir lu Racine. Voilà, toute la littérature française est mise à bas. Vécu tout ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais la littérature devrait quand même... inspiré, voilà, donc il y a une infantilisation de la femme. Pour ceux qui ne lisent pas. Oui, c'est vrai. Et le cinéma, non mais oui. Et puis c'est vrai, vous avez raison, on nous montre tout le temps des femmes puissantes, je veux dire, c'est ça qu'on nous montre au cinéma, ou heureusement d'ailleurs, on nous montre des images de filles qui font tourner la tête de tous les mecs. On ne voit plus que des Lara Croft au cinéma. Mais pardon. Non, mais c'est tout à fait vrai. Donc je pense que c'est montrer quand même un visage très infantile et finalement assez sexiste de la femme. Et puis le troisième point, c'est que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie parce que, vous voyez, il y a 15 jours, c'était un triste anniversaire. C'était le 10e anniversaire de l'assassinat de Anne-Lorraine Schmitt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette jeune fille. Moi, j'ai rencontré son père pour une interview il y a 10 ans. Il y a la semaine dernière. Et nous parlions de Christiane Taubira et de sa réforme, quand même, son projet de réforme extrêmement laxiste. Je me dis, est-ce que la première façon, à l'époque, qui était... Ah oui, d'accord. Je me demandais si elle était revenue pendant mon sommeil. Et parce que c'était à elle qu'il avait eu affaire. Oui, je me disait, les victimes ne l'intéressent pas. Et c'est vrai que je me dis, la première façon de protéger les femmes, ce serait peut-être de leur permettre de circuler dans les lieux publics sans être assassinées. Vous voyez, il n'y a pas de féminin... il n'y a pas en écriture inclusive, il n'y a pas de féminin violeur. Bon, et bien, pourtant, Christiane Taubira qui va, réciter des poèmes féministes au Festival d'Avignon, eh bien, en matière de laxisme judiciaire, alors là, elle est championne. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'extrêmement hypocrite et antinomique dans ce traitement des violences faites aux femmes. Il y a une chose aussi, moi, qui me frappe beaucoup, pas poser les choses d'un point de vue philosophique, mais c'est la montée, dans tous les domaines d'ailleurs, la montée de la subjectivité. C'est comme la météo.
vous avez la température. Vous avez le sentiment de froid. Vous avez non, le froid, comment on appelle ça? Le froid ressenti, voilà. Hein, vous avez la température objective, puis vous avez le ressenti. Alors là, on est dans le ressenti. D'ailleurs, ça calme dans ce studio. Sauf que personne ne s'entend sur le ressenti. Donc, c'est dramatique, parce que les vrais crimes et délits, viol, agression sexuelle, véritable harcèlement, chantage, la pression, chantage, c'est-à-dire tu couches pour avoir un poste, bien sûr. Bon, ce sont des délits. Or, on ne peut sanctionner un délit que s'il en existe une définition précise. Hein. Si le harcèlement, la définition du harcèlement, c'est « je me sens harcelé », non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Moi, j'ai entendu une définition encore bien plus grave. C'est une avance non désirée. Mais comment savoir qu'une avance est non désirée avant de vous être mangé une baffe ou un râteau. Voilà, c'est ce que je cherchais, le mot que je cherchais. Mais ça va loin sur la notion vous ne pouvez pas sanctionner un délit qui n'est pas défini. Et là, on est dans la subjectivité totale, parce que si je rencontre une jeune femme avec qui je dis qu'elle a une jolie coiffure et qu'elle me dit comment vous me harcelez, donc elle peut porter plainte contre moi, ou contre n'importe qui d'ailleurs, et on arrive à ces scènes absolument ubuesques, les déclarations, vous en avez dans Causeur réuni un certain nombre, c'est un florilège d'âneries. Là, on revient dans l'ère des précieuses ridicules, en plus. Hein. Ce sont des il a fait une blague sur mes bottes, il a regardé mes seins. Ce qui va être très triste, c'est que les femmes n'auront plus de compliments, parce que moi, je vois quelque chose, c'est que quand El Kabbach dit disait de Najat Vallaud-Belkacem qu'elle était jolie, alors là, ça faisait un scandale. Mais moi, j'ai vu Emmanuel Cos dire d'Emmanuel Macron qu'il était beau gosse. Personne s'en est offusqué. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter à ça, quand même, il y a une chose qu'il faudrait ajouter, parce que c'est Alain Finkielkraut l'a remarqué pendant l'esprit de l'escalier, donc je cite mes sources. Quand Macron a fait son grand discours, il a fait une minute de silence pour les femmes victimes de leurs conjoints. Bon, moi déjà, si vous voyez ça m'a glacé. Mais les 40 mecs tués par leurs femmes, qui en a parlé? Les 40 types tués par leurs femmes, ils n'auront jamais le droit. C'est-à-dire, en plus, il y a l'idée, comme il y a l'idée que les femmes sont des espèces d'êtres un peu comme ça, éthérés, sans passion. Non, mais moi, ça me fait rire. J'ai l'image de Médée ou de Phèdre, si vous voulez, en tête. Oui, donc, mais 40 en plus, les hommes, eux, ne peuvent pas du tout être victimes. Donc, les empoisonnés de mari, ça existe. Et eux, ils ont été... Pardon? Non, mais 40, c'est un chiffre manifestement sous-évalué, parce que la violence conjugale visant les hommes, on a ce chiffre de 80 000 cas par an, mais donc ce sont des hommes qui se sont manifestés, qui ont posé une main courante ou qui ont porté plainte. Mais on sait que pour la violence conjugale visant les hommes, on évalue à 5% le nombre d'hommes qui se manifestent à la police. Contre 14 ou 15% pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc c'est au moins 3 fois plus. Donc il y a un énorme décalage qui ne permet pas d'évaluer l'ampleur du phénomène. Et plus on aura affaire à un féminisme victimaire, plus on va écraser le phénomène. Pour dire, je me suis fait cogner par mon mec, hein, mais le type qui arrive en disant je viens me plaindre parce que je me suis fait cogner par ma femme, les flics d'abord commencent à rigoler un peu. Ce qui est du sexisme d'ailleurs. Et c'est quand même assez humiliant. Mais bon, un peu de sexisme ne nuit pas non plus. Non, mais si on fait un parallélisme absolu d'effort, il faudrait ne jamais se moquer d'un homme qui qu'il y a des violences verbales. Les violences verbales continuent. Les femmes ont quand même généralement plus de fluidité verbale que de groupes biscotto. Et lorsque... Mais il paraît que c'est parce qu'on nous a mal nourris à l'âge des cavernes. Il paraît qu'on nous piquait le roc. Je tiens à vous le dire. À moi le roc que vous me devez. Des millénaires de sangliers farcis. C'est d'ailleurs totalement faux, car on sait très bien que les femmes participaient très activement à la chasse, au contraire, à cette époque-là. Hein. Bon. Mais donc... cela dit, là, on rigole parce qu'il faut bien rigoler et que dans cet esprit de sérieux, on va pas se laisser abattre. Mais moi, à mon avis, c'est quand même assez grave. Moi, j'ai été quand même très choquée par ce qui s'est passé aux États-Unis, quand même. Kevin Spacey, c'est-à-dire, tout le monde, on n'a aucune de ces féministes qui s'est dit quand même au nom de la liberté, et puis qui s'est dit, ça rappelle 2-3 trucs quand même, qu'on enlève quelqu'un d'un film, ce qui a dû, je savais même pas que c'était possible, comment on peut retourner un film, comment on peut changer, après le tournage, le personnage principal d'un film, ça laisse songeur.
Et donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et Muret citait souvent ce poème de Vigny qui se termine par la femme aura Gomorrhe et l'homme aura Sodome, et les deux sexes jetant un regard irrité. Vous l'avez repris dans votre papier, d'ailleurs. Les deux, bref, ils partiront chacun, les hommes et les femmes partiront chacun de leur côté. Et moi, je crains là, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que les hommes vont avoir vraiment un problème, en tous les cas, dans la drague. Ils vont attendre que les femmes fassent le premier pas maintenant, je pense. Non, ça, de toute façon, je crois que l'effet le plus direct de ce genre d'affaires, c'est précisément de rendre les rapports sexuels ou sentimentaux ou émotionnels même entre les hommes et les femmes de plus en plus difficiles. Et en réalité, c'est même, ça va être entre, je vous rappelle qu'il y a plein d'homosexuels qui ont été dénoncés. Oui, donc ça va aussi être entre les hommes et les hommes. Bien sûr. Ça, la plupart de nos commentateurs ici préfèrent l'oublier parce que ça fait... Mais bon, il y a aussi... Et aussi entre les lesbiennes. Vous avez fait un papier sur la violence entre lesbiennes qui ne le cède en rien à d'autres formes de violence. Qui m'a étonné, moi, d'ailleurs, je dois dire. J'étais surprise, en fait. C'est vrai. C'est un phénomène, c'est assez terrible parce que ça veut dire que en fait cette idéologie, disons d'acceptation de la sexualité arc-en-ciel, etc., a besoin finalement pour se déployer d'étouffer des faits divers absolument tragiques comme la violence conjugale dans les couples gays ou lesbiens. Donc c'est pour ça que j'avais fait ce papier aussi, c'est parce que bon c'est bien gentil de nous déployer toute une rhétorique féministe ultra victimaire, donnant l'impression que les femmes sont systématiquement victimes et que les hommes sont systématiquement coupables, mais ça fait oublier aussi des cas dont à côté on nous fait une publicité énorme. Donc enfin voilà, le fait qu'il y a de plus en plus de couples gays, de plus en plus de couples lesbiens, il faudrait aussi parler justement des problèmes de violence conjugale dans ces couples-là. Et on voit très bien en fait pourquoi, enfin quel serait le problème finalement à leur donner de la publicité. Quoi. Le problème, il est idéologique. Quoi. On est passé de toutes des putes à toutes des victimes, et les hommes, tous des violeurs. Et chez les hommes, ça remonte en amont assez loin. D'abord, moi je crois que fondamentalement, on leur reproche de ne pas être herbivores. Les hommes sont des carnivores, donc des carnassiers, donc des prédateurs, donc des harceleurs, donc des violeurs. Il y a une espèce d'enchaînement comme ça. Et les mêmes qui vous mettent en garde contre les amalgames, le fameux amalgame, notamment entre l'islamisme, etc. Là, l'amalgame, il se roule dedans avec une joie sans mélange. Cela dit, puisqu'on est d'accord, on est à peu près d'accord, donc mais peut-être on peut essayer quand même d'avancer dans la compréhension du phénomène. Alors là, moi, je vous livre quelque chose qui me rend un peu perplexe, parce qu'il y a il n'y a pas une coupure droite-gauche sur la question, il y a une vraie coupure générationnelle. J'étais ce week-end, le week-end dernier, j'étais dans une psychologue, enfin, des rencontres en province, et il y avait un journaliste du Monde. Et le type était totalement, donc il est de ma génération, quoi, le type était totalement sur ma ligne, si vous voulez. Et donc j'aimerais, moi là, je vous pose la question, j'aimerais comprendre comment une génération dont on nous dit qu'elle bouffe du porno toute la journée, ce que nous on faisait pas, objectivement, je me rappelle pas qu'on bouffait du porno au collège, j'aimerais comprendre pourquoi c'est cette génération qui tout d'un coup, si vous voulez, vous voyez des jeunes femmes, y compris les journalistes avec qui j'ai discuté, c'est plutôt les jeunes femmes, de quelle que soit leur position politique, qui étaient extrêmement remontées. Alors pas toutes, évidemment. Notre amie Eugénie Bastier, je ne crois pas qu'elle soit sur cette ligne-là, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a une coupure, voilà, qui se passe à ce niveau-là. J'ai l'impression que les jeunes sont beaucoup plus... Alors vous me direz que quand vous avez 25 ans, vous faites plus emmerder, évidemment. Non, mais il y a eu un changement dans la drague, quand même. Il faut quand même être honnête. Moi, je vois quand même dans ce harcèlement... il n'y a pas eu, rien n'est jamais noir ni blanc, c'est souvent gris. Il y a une raison quand même à cette réaction. C'est la question que je pose. Moi, je pense que il y a un harcèlement objectif dans la rue, dans le métro, dans les transports en commun. C'est pas pareil de s'entendre dire t'es belle et s'entendre dire t'es bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même bon. Et actuellement, on est plutôt du côté de la deuxième formule. Et pour moi, qui est liée à un double phénomène. Le premier, c'est que
là on va peut-être pas être d'accord, donc ça va être bien, ça va mettre un peu d'animation, c'est que pour moi, la libération sexuelle ou le côté très libertaire qu'a apporté mai 68 a été un peu comme le libéralisme de marché. Voilà, il a dérégulé tous les codes, il a tout écrasé, toutes les étapes, et finalement, le mec moyen de la rue se dit, suffit que je dise à la fille, tu veux ou tu veux pas, tiens, tu montes, voilà, on se fatigue plus à draguer. Est-ce que c'est pas plutôt, c'est pas tant ça, c'est que le mec moyen, le mec moyen, comme vous dites, il voit autour de lui un immense marché sexuel, oui, voilà, dans lequel le type qui est pas lui-même, qui est pas forcément beau gosse, ou même qui n'est pas séduisant, ou qui a du mal avec les filles. Mais même le beau gosse, je veux dire, il y a des gens, et en réalité d'ailleurs, Weinstein, quand on lit les témoignages, moi, on me dit c'est un affreux prédateur, moi je me dis c'est un sale type, mais c'est surtout un pauvre type qui n'arrive pas à avoir de vie sexuelle sans contraindre les femmes. C'est-à-dire, donc, on met les gens dans un monde où le désir et partout, c'est-à-dire montré, où on te montre partout de la sexualité, voilà, et puis t'as des mecs, ils n'y arrivent pas. Et Weinstein, à mon avis, fait plutôt partie de cette catégorie. Je veux dire, ce type, il est quand même, c'est pitoyable. C'est pitoyable, franchement. Je veux dire. Mais c'est là où on voit le côté absolument schizophrène. Elisabeth, oui, très justement, on voit le désir partout, on le voit même de plus en plus crûment un peu partout. Hein. Et en même temps, on condamne de plus en plus les manifestations du désir. Bon, faut quand même rappeler des choses totalement élémentaires. Dans toutes les espèces de mammifères, les mâles cherchent un accès aux femelles. Hein, c'est comme ça. Bon, si c'est pas comme ça, toutes les espèces auraient disparu depuis un bon bout de temps. Oui, les hommes cherchent à avoir le 06 des filles, c'est vrai. Bien sûr. Depuis longtemps, depuis des siècles. Il y a une façon plus ou moins galante de faire les choses. Je ne crois pas que ce soit, personnellement, je ne crois pas que ce soit la libération sexuelle, parce que c'est pas ça qu'elle a libéré. Elle a libéré simplement des façons de faire qu'on ne faisait pas autrefois, et qui se sont ensuite appliquées au sexe. Hein. C'est-à-dire, je vais le dire crûment, il y a un facteur dont on ne tient jamais compte, c'est le facteur con. Il y a des gens qui sont des cons et qui font tout connement et qui draguent connement et qui draguent. Mais alors là, il y aurait pas. Mais à ce moment-là, cher Alain, il n'y aurait pas un phénomène de société. Là, je trouve Gabrielle pose une question. Elle dit, il se passe quelque chose maintenant. Alors il y a certainement une partie de la chose qui vient d'un mouvement féministe qui veut trouver des raisons de se plaindre, d'en vouloir aux hommes et de nous dire, si vous voulez, à quel point nous sommes... Moi, je pense qu'il y a une approche mais il y a peut-être, si vous voulez, dans la société, je ne sais pas, c'est ce que vous ressentez, vous, Ingrid ? Vous avez l'impression que les rapports sont plus durs, plus violents entre les sexes, plus... Regardez comment les lycéens se parlent entre eux. Alors c'est ça. Écoutez-les. Ils te disent entre eux, t'es une salope. Enfin, il faut les entendre. C'est vrai que c'est assez paradoxal parce que d'un côté, on a l'impression qu'il y a une espèce de réaction des femmes, effectivement, qui sont rendues féministes très tôt, conditionnées par un discours du progrès dans la situation des femmes, etc. Et en même temps, effectivement, quand on écoute les lycéens, on a l'impression qu'elles acceptent comme des gestes d'amour des manifestations de violence de la part de leurs petits copains, et c'est assez surprenant. Et je pense que tout ça est lié, Thérèse Argot, la sexologue, en parle très bien, au conditionnement par le porno. C'est-à-dire qu'elles prennent pour finalement des manifestations normales de tendresse ce qu'elles ont vu dans des films porno, parce qu'elles croient finalement que ce qu'elles ont vu dans des films porno, c'est faire l'amour. Excusez-moi d'avoir l'air vraiment d'être un vieux con, mais... à partir de quel âge, en fait, on se met à voir du porno aujourd'hui ? Il paraît que c'est 11 ans. 10, 11 ans. Il y a des chiffres qui sortent régulièrement. C'est 10, 11 ans. C'est quand même, honnêtement, ça ne peut pas ne pas changer. Et le regard si vous voulez, parce que, honnêtement, franchement, je pense que c'est à 16-17 ans quand on commençait à aller dans les cinoches. Mais ça n'était pas partout. Aujourd'hui, les enquêtes, c'est à 10, 11 ans, 2 tiers des garçons et la moitié des filles ont vu du film porno. Voilà. Bon, alors après, il faut nuancer ceci et cela. Donc, il y a un changement. Mais moi, je reviens... Cela dit, donc, ça veut dire vous êtes plutôt... Moi, j'étais plutôt d'accord, d'ailleurs, avec cette mesure, dans ce qu'il a annoncé, dans ce que le président a annoncé. Il a annoncé, quand même, des choses là-dessus. Oui, mais c'est inapplicable. L'intention est bonne. Mais je pense qu'il y a aussi quand même la deuxième partie qu'on ne peut pas occulter, c'est quand même l'arrivée de populations qui ont un autre regard sur la femme et ça c'est évident. Je vous prenais le guide du routard qui n'est pas spécialement un guide raciste d'extrême droite, il vous dit quand vous allez dans un pays musulman, couvrez-vous, voilà. Alors quand eux arrivent chez nous et qu'ils voient les femmes habillées autrement, forcément ils ne vont pas abandonner leurs mœurs à la frontière et ils vont se dire ah bon c'est des filles de petite vertu comme on disait
autrefois, avec un comportement qui s'en ressent. C'est tout à fait vrai, mais alors ce qui est intéressant, justement, c'est pas tellement ce fait-là, tout le monde le sait. Bon, il y a ceux qui le disent, ceux qui n'osent pas le dire. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir que la plupart des féministes, qui sont très sincèrement antiracistes, lorsque leur engagement féministe et parfois hyper féministe se rencontrent leur antiracisme, c'est l'antiracisme qui prend le dessus. Mais non, elles ne sont pas sincèrement antiracistes en réalité, parce que si vous voulez, elles ne voient le racisme que dans une configuration. Donc elles ne sont pas du tout sincèrement antiracistes, elles sont anti-occidentales. C'est tout à fait autre chose. Caroline de Haas, pour ne citer qu'elle, et puis comme ça on va pouvoir clore le débat assez vite, je pense. Je veux dire, ses tweets sur Cologne, je vous rappelle, c'était elle, ou je pense que c'est Gabrielle, sur Cologne, elle a fait ce tweet incroyable en disant que ceux qui pensaient que c'était une question culturelle avaient de la merde raciste dans les yeux. Il y avait de la merde raciste dans les yeux, il y avait 200 plaintes, donc c'était drôle. Si vous voulez, la même Caroline de Haas, je veux dire, toujours à la manœuvre, complètement en pointe dans l'affaire de Balance ton porc et dans l'affaire de tout ça, bien sûr. Bah, c'est aussi une façon de noyer le poisson. Alors c'est ce que... Un petit peu, quand même. Bon, moi, je ne pense pas qu'ils aient inventé l'histoire. Il faut faire attention à ne pas être complotiste. Ils n'ont pas inventé l'histoire, mais c'est vrai que ça permet, comme l'a dit, Finkielkraut l'a dit dans son interview au Figaro, ça permettait de noyer le poisson de l'islam, sauf que tout d'un coup, ils ont trouvé un très gros poisson. Ah oui. Ce qui est remarquable dans cette campagne Balance ton porc, c'est que maintenant, ça commence à devenir post-mortem. Dans l'émission que vous avez faite excellente avec Finkielkraut, il a parlé de Wiesel. Sur Elie Wiesel, je veux dire qu'il se retrouve post-mortem avec une histoire de main aux fesses. Et si j'ai bien compris l'affaire, une réception politique, religieuse, je ne sais plus. Un truc qui était Wiesel, c'était des survivants, un truc de... Voilà. Alors, il y a un groupe, photo de groupe. Ah oui, il fait une photo comme ça, il la prend comme ça, voilà, tout le monde se prend comme ça. Et puis la main tombe un petit peu bas. Il est possible qu'il lui ait vraiment pincé les fesses, mais bon. Alors, oui, non mais la fille dit qu'elle a été, dévastée, que sa vie a été foutue en l'air. Sa vie a été en l'air, traumatisée depuis 10 ans. Non, je veux dire, là on est quand même dans le délire. Les blagues, n'en parlons pas. Moi il me semble qu'il y a quand même du puritanisme là-dedans. Parce que Gabrielle me dit, oui c'est la liberté. Moi je suis désolé, moi je suis très attaché à la liberté. Je suis très attaché à la liberté des mœurs. De balancier. Je suis très attaché à la liberté des mœurs, c'est de voir les soi-disant, des filles qui disent qu'elles sont les héritières de 68, demander en permanence des sanctions et des interdictions, ça me rend folle. Je veux dire, et je pense qu'on est en train de criminaliser en réalité le désir des hommes et la sexualité en général. C'est ça qui se passe. Moi, je suis totalement d'accord. Je pense que les gens utilisent beaucoup moins la sexualité aujourd'hui que ne le faisaient leurs parents à l'époque où il y avait encore certains interdits. C'est ça qui est d'ailleurs très paradoxal. Puis alors, il y a aussi ce que montrent les enquêtes, c'est-à-dire qu'avec tout ce genre de choses, il y a de plus en plus d'hommes qui ne veulent plus avoir de relations avec les filles. Parce que c'est trop compliqué. Ça l'a toujours été un peu, mais... évidemment, ça a toujours été compliqué. Mais maintenant, il y a des sanctions pénales, parce que le public a envahi le privé et même l'intime. Et par conséquent, on veut régenter, institutionnaliser ce qu'on doit faire, pas faire. Et on retombe dans une attitude de confesseur. Vous avez fait ça où, quand, avec qui, combien de fois? Et est-ce que vous avez mis 3 sucres dans votre café? Et est-ce que vous mangez 4 fruits et légumes? On ne sort plus... Vous êtes très très mal renseigné. Mais le hashtag français était spécialement violent, parce que c'est balance ton porc. Je crois qu'aux États-Unis, MeToo, c'était un petit peu... Maya Weinstein, ça veut vraiment dire que tout... Moi, ce qui m'a même, d'ailleurs, dans Balance ton porc, la grammaire est quand même significative, parce que balance ton porc, si t'en as pas, je veux dire, je sais pas, moi si t'as pas de porc à balancer, c'est que t'es pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Soit t'es un ton, soit t'es vraiment pas normal. Donc, j'aimerais me tourner un petit peu plus vers Ingrid Riocreux, parce que vous avez étudié vraiment la façon dont toutes ces choses-là, et bien d'autres évidemment, sont traitées dans les médias, comment les journalistes réagissent, comment ils se recopient éventuellement les uns les autres, et comment les interdits langagiers s'étendent de plus en plus, à commencer évidemment
par les blagues. J'espère ne pas me retrouver dans les tribunaux en rappelant que dans l'une des saillies, si j'ose dire, dont il avait le secret, Sacha Guitry... lui, il serait pas bien aujourd'hui. Sacha Guitry avait dit... Mais scandale, hein. Sacha Guitry avait dit, la plupart des hommes ont ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires. Oui, c'est ça. Mais c'est pas Baudelaire qui avait dit aimer les femmes intelligentes. Ouais, c'est un plaisir de pénétrer. Ça, franchement, c'est pas ce qu'il a dit de plus intelligent entre nous. Mais quand Guitry a dit ça, les femmes n'étaient pas les dernières à en rire. Aujourd'hui, Caroline de Haas le traîne. Enfin, Caroline de Haas, c'est pas les femmes, hein, je vous rappelle, je vous rassure. Non, c'est pas les femmes. Non, c'est ça, c'est aussi ça, c'est qu'elles sont quand même autoproclamées représentantes. Le problème de la représentativité. Bon, mais on va laisser Ingrid vous répondre. Alors, comment est-ce que vous avez vu se développer ces campagnes dans la presse? Quel regard vous avez porté là-dessus? Moi, je suis toujours attentive, justement, vous disiez les mots interdits, etc., les mots qui sont repris, ça, c'est vraiment des symptômes, c'est des symptômes tangibles. Quand on parle de ça, on touche quelque chose et c'est incontestable. Et notamment, tout à l'heure, on parlait de l'extensivité du terme de violence faites aux femmes. Et vraiment, moi, j'ai vu ce mot cette expression qui a été reprise pour tout, qui efface maintenant la notion de violence conjugale, justement, parce que dans violence conjugale, il y avait la possibilité de parler aussi des violences contre les hommes, contre le conjoint. Donc, violence faites aux femmes, c'est généralisé. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu, alors c'était il y a 2 semaines, lors de la proposition de loi centriste sur la systématisation de la garde alternée, qu'il s'agissait d'une violence économique faite aux femmes, parce qu'il y aurait division en 2 du quotient familial. Donc on voit que la notion de violence faite aux femmes est extrêmement extensive et va pouvoir s'appliquer à tout un tas de sujets. Et là, je pense un adjectif. Oui, voilà, c'est ça, c'est facile. Et là, on est quelques jours après le décès de Johnny Hallyday, et moi, il y a une chanson de Johnny que j'aime bien, c'est Requiem pour un fou. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un crime passionnel. Il y a quand même une beauté tragique. Il n'a pas été parce que... Ah, mais ça devrait être interdit. Je ne sais pas si ça sera interdit. Il n'y aura pas qu'Elie Wiesel. Vous allez voir ce qui va sortir sur Johnny dans les mois qui viennent. Sans oublier Jean Dormesson. Sans oublier Jean Dormesson. Rien que cette chanson, je ne sais pas si elle va être longtemps encore autorisée sur les ondes, parce que c'est quand même, il s'agit de chanter le crime passionnel. Et alors, l'expression crime passionnel fait en ce moment l'objet... ça les fait hurler, crime passionnel. Voilà, donc d'un interdit... Il y en a une qui a dit cette phrase extraordinaire, la violence et l'amour, ça ne peut pas aller ensemble. J'adore quand elles disent des bêtises pareilles, c'est génial. Hein. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la notion de crime passionnel, ça faisait des super titres dans la presse, quoi. C'est vraiment un très bon titre. Donc là, on voit les journalistes qui sont obligés de se remettre en question, si on ne peut plus parler de crime passionnel, comment on va faire? Surtout que ce qu'elles proposent, les féministes, c'est la notion de féminicide à la place. Ce qui, en fait, oui, rien que ça. Voilà, mais en plus, c'est à la fois ridicule, sec, technique, mais en plus c'est mensonger. Parce que quand on tue sa femme parce qu'elle va nous quitter, on la tue pas parce que c'est une femme, on la tue parce qu'elle va nous quitter. Donc voilà. Et moi j'aime bien essayer de les voir se dépêtrer avec les mots que les féministes essayent de leur faire passer et qu'il va falloir que eux ils acceptent. Et il y a aussi la notion de gynophobie. Ça c'était il y a quelques mois. Et j'ai essayé de regarder un petit peu. Ça s'est imposé dans une certaine presse, plutôt à gauche, plutôt féministe. Mais sinon on voit encore beaucoup la notion de machisme, de misogynie et tout ça, alors que ce qu'elles veulent, elles, c'est quoi la différence entre gynophobie et misogynie? Alors justement, misogynie, c'est ça. Misogynie, en fait, c'est si sympathique, c'est gentiment macho, voilà, oui, on est tous un peu misogynes, etc. Alors que gynophobie, en fait, ça donne bien à voir finalement le caractère intrinsèquement communautariste du féminisme, pardon. C'est-à-dire qu'il y aurait la gynophobie, comme il y a l'islamophobie, comme il y a l'homophobie, parce que comme elles disent, la femme, c'est l'autre par excellence. Sans oublier la transphobie qui fait des ravages que l'on sait. Que l'on sait, absolument. Et aussi l'hispanophobie, parce que Anne Hidalgo dit que quand on enquiquine Anne Hidalgo, elle dit c'est parce que je suis femme et espagnole. Oui, donc il y a aussi l'hispanophobie qui est rodin. Non, mais cette histoire de féminicide est complètement fou, mais il y a quand même un mystère dans cette affaire. Le mystère, c'est... Finalement, je suis désolée, je cite encore Alain Finkielkraut, vu qu'on se voit souvent pour l'émission, et que je trouve, là, il a quand même eu aussi un regard acéré. Il dit, mais les féministes d'aujourd'hui, d'habitude, les mauvais joueurs sont des mauvais perdants. Les féministes d'aujourd'hui sont des mauvaises gagnantes. C'est-à-dire, ce refus, en fait, au-delà même de la question avant même que la question des violences se sorte comme ça, je veux dire, le refus de reconnaître
si vous voulez, des progrès immenses accomplis. C'est-à-dire, moi, je suis né, on est né, mais dans le monde de l'égalité. On est né dans le monde de l'égalité, où l'égalité était la norme. Donc, j'ai du mal à comprendre cette rage à vouloir nous dire encore qu'on est dans le patriarcat. Pardon, j'ai vraiment du mal à comprendre. Le pauvre Alain Finkielkraut, il y a quand même quelque chose. Ah oui, il a ramassé. Oui. Mais voilà, il a été vengé un petit peu quand même. Il y a quelque chose sur quoi on ne peut pas faire l'impasse, c'est quand même à quel point tout ça vient en très grande partie des États-Unis. La mentalité néo-puritaine, qui n'est pas du tout dans la mentalité française ou latine. Régis Debray a fait son livre un peu là-dessus. Et je trouve que sur ce point, il a tout à fait raison. Regardez d'ailleurs les mots. Parce que harcèlement, ça existe depuis longtemps, mais en réalité, c'est harassment. C'est vraiment harassment. Ça vient de sexual harassment, quand même. Et puis, vous voyez, le mot... Moi, je trouve ça extraordinaire, mais ça a dû vous frapper aussi, c'est le comportement inapproprié. Ah oui, le geste inapproprié. C'est inapproprié. C'est génial, ça. C'est génial. Alors, c'est inapproprié, on ne sait pas à quoi c'est approprié ou inapproprié, mais c'est cette espèce de litote néo-puritaine. Il a eu un comportement inapproprié. Alors, on ne sait pas s'il laissait moucher dans les rideaux ou quelque chose. C'est inapproprié. C'est comme les pas ajusté. Vous savez, c'est comme un comportement pas ajusté. Oui, c'est comme à l'envers les personnalités qualifiées. On ne sait pas pourquoi elles sont qualifiées. Je connaissais. Oui, parole ajustée, je connaissais même pas. Oui, ça vient. Bien sûr que ça vient des États-Unis, et donc on peut voir. Si vous voulez, on peut regarder l'Amérique et on peut voir ce qui va se passer. Ce qui est quand même, moi à mon avis, on va assister, en tous les cas, je sais pas, il va y avoir quelque chose comme une domination féminine et on va pas rigoler du tout. Parce que vous allez voir maintenant les films, on va vous obliger à montrer, si vous voulez, ce que vous allez montrer va devoir passer sous les fourches codines de cette censure-là. Donc je crois que, si vous voulez, moi ça fait très longtemps qu'à chaque fois qu'on me dit... ça arrive très souvent, on dit « Oulala, c'est pas bien, la télé ne donne pas une bonne image des homosexuels de X, Y ou Z. » Mais à partir du moment où il va falloir donner une bonne image des femmes, si vous voulez, est-ce que vous imaginez? Ça va être terrible. Moi, je suis curieuse de voir les films qui vont sortir. Voilà. On va avoir des films anti-masculins, bien sûr, mais on va surtout avoir des films qui seront dépourvus d'intérêt. Parce qu'il ne peut pas y avoir de méchants. Ou le méchant, il faut expliquer qu'il a eu une enfance quand même très malheureuse. Oui. Il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas rigoler, il ne faut pas faire rigoler, il ne faut pas fumer bientôt au cinéma. Donc on va vers des choses extrêmement ennuyeuses. Et après, on va revenir en arrière. Tous ces films inacceptables qui montrent des femmes fatales, il y en a eu beaucoup. Tous ces livres qu'il va falloir réécrire, tous ces livres d'histoire qu'il va falloir parce que La Belle au bois dormant, comme le baiser n'est pas il paraît que le baiser, c'est génial, c'est génial cette histoire. Sauf que s'il n'était pas venu l'embrasser, elle aurait fini momie. Peut-être que tout le monde ne connaît pas l'histoire, donc racontez-la. La Belle au bois dormant. Non, pas l'histoire de La Belle au bois dormant. L'histoire de cette mère de famille qui a... cette mère de famille qui a... Anglaise, c'est une Anglaise. Et voilà, c'est une Anglaise qui a effectivement jugé que La Belle au bois dormant... Alors c'était un comportement inapproprié, mal ajusté de la part du prince qui est venu l'embrasser alors qu'elle n'avait rien demandé. C'était une avance dont on n'était pas sûr qu'elle était acceptée. Une avance non consentie. Le problème, c'est que dans le conte, le baiser, quand même, la sauve. Alors là aussi, c'est vrai que le sauvetage être sauvé par un baiser, là, vraiment, c'est sexiste. Mais cela dit, tous les gens qui nous parlent des États-Unis nous disent bien comment c'est. Enfin, moi, on m'a parlé d'une histoire. Moi, j'étais sidérée dans une entreprise. Donc, il y a une fille qui a une histoire avec un type qui est supérieur à elle hiérarchiquement, mais qui n'est même pas son supérieur hiérarchique. Ils se font gauler. Pardon de cet écart de langage. La fille va voir, on commence, elle dit, j'étais totalement consentante, d'ailleurs on va se marier. Et bien le type a quand même été viré. Donc si vous voulez, il y a une espèce de pression qui va venir chez nous. Je vois dans les médias, c'est très intéressant, puisque on a parlé tout à l'heure de la question de la présomption d'innocence. Maintenant, si je vais dire demain que vous, cher Alain, au maquillage, vous m'avez touché le genou, eh bien, il faudra vous suspendre le temps que l'enquête montre que, ou pas,
que vous montre si vous m'avez touché le genou ou les pieds peut-être. Suspendre par les bras, j'espère. Hein. Ouais. Donc là, il y a quand même quelque chose. Il y a des journalistes, ça c'est pas on n'est pas dans le fantasme. Il y a des journalistes qui ont été, il y en a un qu'on connaît, qui est Frédéric Aziza, qui a été suspendu de l'antenne. Si vous voulez. Donc ça veut dire que l'accusation, la force de l'accusation maintenant est terrible, non? Vraiment. Et donc moi, mes copains dragueurs, hein, mes copains qui sont plutôt, voilà, le genre dragueur pas lourd, je dirais. Maintenant, je leur dis, mais comment vous faites là pour être sûr? Parce que quand tu laisses des femmes mécontentes derrière sur ton chemin, elles peuvent toujours se venger. Donc je dis, comment tu fais? Il me dit, je garde tous les SMS et avant de passer à l'acte, j'attends d'avoir un SMS extrêmement explicite. Il garde tous les SMS. Oh là là, ça devient très administratif. C'est vraiment, c'est romantique, hein, l'amour autour du féminisme. Alors, aux États-Unis, il y a les codes dans les universités américaines. Hein, où il faut signer. Aux États-Unis, ce qui est bizarre, c'est que la Constitution et la loi... Est-ce que je peux te prendre la main? Oui, signe. Et alors, elle signe. Est-ce que avec un délai de rétractation. Mettre la main sur le bras? Oui, signe. Et puis comme ça, jusqu'à l'acte final où on arrive encore à signer, apparemment. Je ne crois pas que les Américaines soient faites, de ce point de vue-là, d'un autre bois que nous. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de mal à comprendre que des femmes puissent demander même ce genre de choses. Oui, mais n'oubliez pas qu'un professeur ne peut pas recevoir une élève dans une pièce fermée. Il faut que la porte soit ouverte et que tout le monde puisse voir qu'il ne se passe pas d'abomination. Dans les entreprises aussi, maintenant. Bon. Personne ne ferme son bureau. Aucun homme ne ferme son bureau. Ce qui est marrant, c'est que du coup, il y a un truc qui est complètement passé à l'as. C'est ce qu'on appelait avant la promotion canapé. C'est complètement... Ça n'existe plus. Parce que moi, on en a vu des hommes et des femmes qui couchent pour y arriver. À la télé, franchement, c'est pas ce qui manque. Ça, c'est sûr. Donc, mais maintenant, si vous voulez, tout ça a été blanchi en quelque sorte. Non, mais ce qui est quand même ambigu dans l'affaire Weinstein, parce que on se dit quand même toutes ces... Bon, je veux bien croire que Weinstein était un horrible bonhomme, mais enfin, ces filles qui montaient dans leur chambre d'hôtel, elles devaient être très naïves pour imaginer qu'il voulait juste leur montrer la vie. Non, mais c'est surtout quand elles disent... C'est même pas ça, c'est surtout qu'elles disent, dans le cas de l'affaire Weinstein, elles disent... Il y en a une qui a dit ça, elle a dit, je voulais pas l'énerver, j'ai couché avec lui pour pas l'énerver. Ah bah oui, mais ça va, fion. Mais il y en a une, surtout, la plupart disent, on avait peur pour notre carrière. Alors, non mais c'est pas bien, je veux dire, c'est pas bien que pour faire un film, tu aies à passer, je veux dire, là, je ne vais pas approuver, pour faire un film, on ne doit pas avoir à passer dans le lit du producteur. Mais on peut pas me dire à la fois, j'avais peur pour ma carrière et ma vie s'est arrêtée. C'est-à-dire, c'est pas la même chose qu'une caissière qui se fait emmerder par son chef de rayon. Qui se fait violer aussi on aurait peut-être dû parler quand même du cas. Je pense que il y a un certain nombre de femmes pour qui là c'est réellement vraiment qui vivent des choses très pénibles, parce que quand vous pouvez pas perdre votre boulot, vous êtes à la merci effectivement du petit chef. Oui, donc si vous avez des mômes à votre charge, notamment si vous êtes seul et que vous pouvez pas perdre votre travail, ben là vous devenez quelqu'un de très vulnérable à un petit port au petit pied. Plus grave dans ce cadre professionnel, les caissières, le petit chef, etc. Parce que Weinstein, tous les producteurs à Hollywood font ce que fait Weinstein. Bon, pas se leurrer, raconter l'histoire. 2, elles y sont pas passées à la casserole, elles ont dit oui, dit non, etc. Aujourd'hui, leur parole se libère. Très bien. Bon, mais elle a mis 20 ans à se libérer. Pourquoi? Parce qu'avant, ils pouvaient avoir des représailles sur leur carrière. Maintenant qu'il est à terre, elle se déchaîne. Bon. 4e, quand on est aux États-Unis, moi j'ai été à Los Angeles, à Hollywood, etc., que vous voyez ces milliers de petites nénettes qui arrivent là-bas avec le rêve de faire carrière, elles sont prêtes absolument à tout pour ça. Il ne faut pas qu'elles racontent l'histoire. Regardez le cinéma américain. Mais c'est très compliqué parce que précisément le cinéma c'est ça, c'est l'industrie du désir. Donc c'est évidemment compliqué. Mais là, Alain, je ne vais pas vous suivre parce que malgré tout, si vous voulez, ça n'est pas bien. Je veux dire, ça n'est pas bien qu'une femme pour être comédienne ou un homme et à passer dans un lit, si vous voulez. C'est pas bien sûr que tous les producteurs l'aient toujours fait, certes. Mais ce n'est quand même pas la même chose que de se faire violer au coin d'une rue. Ce qui arrive assez peu, en fait. Je crois vraiment que la plupart, d'après ce qu'on nous dit, les statistiques, c'est que 80 ou 70% des viols sont commis par des gens qui connaissent la victime. Donc en réalité, c'est dans le cadre
cadre familial, c'est ton petit copain, c'est l'inconnu, ça existe, mais c'est un quart des viols, en gros. Ouais. Elisabeth, ne vous méprenez pas, c'est pas parce que ça a toujours existé que je trouve que c'est excusable. Oui, oui. Ce n'est pas excusable. Oui, Simplement, les gens qui sont dans ce milieu savent que ça se passe comme ça. Donc il ne faut pas qu'ils jouent les vierges effarouchées qui découvrent. Et là encore, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Ingrid, là encore, moi, en tous les cas, pour ce que j'ai vu beaucoup d'hommes. Je veux dire, d'hommes qui passaient à la casserole pour y arriver et qui se retrouvaient à la télé, si vous voulez, on en a vu un paquet qui a mais tout d'un coup des carrières dans des séries, des machins. Bon, je ne dis pas que c'était pas forcément par leur talent qu'ils y étaient arrivés. Moi, j'ai reçu à vrai dire, quand c'est consenti des deux côtés, vous voulez que je vous dise, je m'en fiche. C'est-à-dire, je ne cherche pas, moi, à remettre de la morale partout. C'est-à-dire que s'il y a une sorte... Parce qu'après tout, dans la sexualité, il y a une forme de transaction, en réalité. Il ne faut pas non plus faire les oies blanches, si vous voulez, et dire... Quand vous avez dans les histoires, il y a toujours un ensemble. C'est-à-dire, vous aimez souvent l'autre aussi pour ce qu'il est socialement, pour des tas de trucs. Non mais... Je veux dire, il faut arrêter, quoi. C'est pas juste... Si vous voulez, on n'est pas dans le royaume, on n'est pas dans la vie des bisounours. Donc... je pense qu'il peut y avoir dans la sexualité une part qui n'est pas simplement de l'ordre des grands sentiments. Et ça ne me gêne pas. En tous les cas, moi, je ne porte jamais aucun jugement. Mais surtout, comment voulez-vous aller faire le tri là-dedans, vous comment la justice pourrait se mêler de faire le tri? Moi, je ne juge jamais ça. C'est de l'ordre de l'intime. Regardez dans les rapports intimes, la violence, certaines violences, peut être voulue. Mais pas la violence à tuer les gens. Hein. Il y a toujours... regardez tous les livres sur Eros et Thanatos, tout ce que nous montre, vous avez raison, la littérature, même la peinture, le théâtre, le cinéma... L'idée qu'on va faire une sexualité délivrée des tourments, délivrée du trouble, délivrée de la bagarre, délivrée de la domination est une idée stupide. En revanche, ce qu'on peut essayer de délivrer de la domination, c'est les rapports professionnels. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on puisse absolument faire de la sexualité une chose... Il ne faut pas les inverser, il ne faut pas chose charmante délivrer de l'asymétrie. Il y a une asymétrie dans les rapports. Mais pas pour en faire une autre, parce que si une femme peut casser la carrière non, mais alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a une asymétrie. Simplement, ce que nous avons gagné aujourd'hui, c'est que cette asymétrie change de camp. Enfin, écoutez, on connaît tous, Philippe Roth montre des personnages de mecs totalement pitoyables. On parlait d'asymétrie, je ne parlais pas de domination. Oui, mais même, il y a une asymétrie. Si vous voulez que... ce que je trouve, moi... Ce à quoi nous avons gagné, c'est que précisément, si vous voulez, on peut jouer avec les stéréotypes. C'est tout à fait agréable de jouer avec les stéréotypes, mais on peut, et on peut s'en libérer. Et surtout, il me semble que dans les couples d'aujourd'hui, la domination peut changer de camp tout le temps. Donc, je ne crois pas qu'on soit asservi, je ne vois pas autour de moi de femmes asservies, si vous voulez, à la volonté d'un homme. En tous les cas, je ne vois pas plus de femmes asservies à la volonté d'un homme que je ne vois tous mes copains que leur copine ou leur femme ou leur compagne fait tourner sur leurs petits doigts, si vous voulez. C'est... Alors, je trouve qu'il y a un pouvoir féminin, si vous voulez, qui n'est jamais... Il y a un pouvoir masculin et il y a un pouvoir féminin. Il y a un pouvoir féminin dont on ne parle jamais parce que ça... Et en réalité, je dois dire que la toute-puissance féminine, moi, m'inquiète. Si vous voulez, ça me fait peur. Quand vous voyez... C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, la PMA me fait plus peur que la GPA. Parce que dans la GPA, il y a quand même la présence de l'autre sexe. Dans la PMA, vous avez deux femmes, si vous voulez, dans leur toute-puissance, deux femmes et deux mères, ce qui est déjà pas une mince affaire. Si vous voulez, c'est pas une, c'est deux. Si vous voulez. Et là, l'homme est réduit à un petit... c'est pareil dans la GPA pour la femme. Non, il y a une femme. Dans la GPA, il y a une femme physiquement. Dans la GPA, il y a une femme qu'on voit physiquement. Dans la PMA, oui, mais je connais. Merci. Non, mais merci. Je dis simplement, d'accord, mais il se trouve que les enfants nés par GPA. Dans la PMA aussi, il y a un... Non, pardon, je peux finir? Oui, merci. Non, dans la PMA, il y a un petit tube à essai. Dans la GPA, il y a une femme physique. Les enfants nés par GPA connaissent une femme. Oui, pas longtemps. Hein. Non, mais peu importe, excusez-moi. Vous ne me ferez pas... Moi, je n'ai pas une position dictée par la religion là-dessus. J'ai une position... Donc, je pense que c'est pas la même chose. Quand on voit une femme physiquement, ça ne veut pas dire que je suis pour la GPA. C'est pas pareil que les deux femmes qui ont totalement éliminé l'autre sexe. La réalité, c'est que Marc-Olivier... pour ne citer que lui, puisque c'est public, Marc-Olivier Fogiel, avec qui j'en parle, je veux dire, il
ils connaissent ces deux filles sont nées d'ailleurs de la même mère porteuse. Les filles la connaissent, elles l'ont vue. C'est pas la même chose. Il y a une autre femme, elle est là physiquement. C'est pas la même chose qu'un tube à essai. Et ça, c'est la toute puissance des femmes déjà qui est terrifiante. Portée, mais pas celle qui a l'appartement où c'est fragmenté. Cette tendance à effacer les hommes se manifeste dans un autre phénomène qui est assez bizarre, c'est la vogue de la sologamie. C'est quelque chose qui, le fait de s'épouser soi-même, c'est quelque chose, apparemment, ça prend. Et c'est une majorité de femmes qui font ça, donc qui estiment qu'elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie et qui s'épousent elles-mêmes. Et on peut juger que c'est farfelu, etc. Il y a quand même une dimension symptomatique. Il y a quelques types qui ont fait ça aussi. Mais elles vont se faire des enfants elles-mêmes aussi. Est-ce qu'elles vont se faire des enfants elles-mêmes? Ce sera juste les gamètes. Tous les matins quand elles prennent le métro. Bon, on va pas... Non, mais moi, je trouve que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut pas quand même aussi, sous prétexte de contrer les féminismes, donner un grand coup de l'autre côté. Il faut essayer quand même d'être raisonnable, et je trouve que dans le cadre de la GPA, par exemple, il faut reconnaître que les mères porteuses sont traitées quand même mais j'en parle pas de cet angle-là. Pas les hommes. Mais non, mais j'en parle pas. Ce que je veux dire, voilà, il faut rester... Mais je parle pas de cet angle-là, j'en parle simplement... Je dis que la présence physique d'une femme me semble différente. On n'exclut pas l'autre sexe de la même façon. C'est tout. Vous avez prononcé, Ingrid a prononcé ce mot-là, cette exclusion des hommes, de l'horizon même mental des femmes me semble être... Mais l'horizon de femmes est pareil. Vous voyez, les exclure de l'horizon des hommes. Essayons de rester un instant sur le féminisme. Moi, il y a eu des monceaux de littérature sur le féminisme. Il y en a 4, très rapidement. Il y a un premier féminisme qui défend les femmes, qui défend le féminin et qui réagit contre le sort contestable qui a pu être le fait des femmes. Il y en a un deuxième qui combat contre les hommes. Les hommes, c'est l'ennemi, et les femmes ne seront jamais promues aussi longtemps que l'homme n'aura pas été rabaissé. C'est deux attitudes différentes. Il y a un troisième qui consiste à dire les femmes, c'est des hommes comme les autres, donc elles peuvent faire tout ce que font les hommes, plus deux petits trucs en plus, ce qui a ce côté pervers d'intérioriser l'idéal masculin, parce que finalement, c'est là-dessus qu'on s'aligne. Il y en a un quatrième, c'est le plus récent, le plus rigolo d'ailleurs, c'est ceux qui disent il n'y a pas d'hommes et de femmes. C'est fini, c'est un peu la théorie du genre. Le sexe ne détermine en rien le genre. De toute façon, les sexes, ça ne compte pas. On n'est pas sexué, on est genré. Le genre se décide à partir de rien, comme on le veut. Et par conséquent, il faut, au prétexte de lutter contre les stéréotypes, faire disparaître toute idée qu'il y aurait des préférences masculines, des préférences féminines, du masculin, du féminin, etc. J'ai retrouvé... Vous allez me dire que j'ai de drôles de lecture. J'ai retrouvé dans les mémoires d'Evita Perón, dont il faut quand même rappeler que c'est elle qui a donné le droit de vote aux femmes en Argentine, et qui, développée, elle dit « Mon féminisme n'a qu'un adversaire, c'est le féminisme de ces femmes qui paraissent être dominées bien plus par le dépit de n'être pas des hommes que par l'orgueil d'être des femmes. » C'est pas si mal vu, c'est pas si mal vu. Et c'est là où d'ailleurs je rejoins Elisabeth, parce que je crois pas du tout que toutes ces choses-là vont dans le sens d'une vie sexuelle, pansexuelle, tous azimuts. C'est un reproche que je ferai aux cathos à propos de la théorie du genre. Ils ont beaucoup interprété la théorie du genre comme une sorte de légitimation de l'homosexualité ou de telle pratique minoritaire qu'ils condamnent, et à mon avis, ils sont passés à côté. D'abord parce que ni l'homosexualité, ni aucune pratique sexuelle ne les a attendus n'a attendu la théorie du genre pour exister et éventuellement se développer, mais surtout parce que c'est l'indifférenciation sexuelle. C'est surtout ça, moi j'allais vous dire en fait... Moi je n'ai pas peur du tout du matriarcat, du féminin, j'ai peur de l'androgynat et du néo-puritanisme qui fait que les gens trouvent que le sexe devient un truc tellement compliqué que vaut mieux ou regarder du porno, ou regarder des bons films, c'est trop compliqué. Et en même temps, regarder cette fièvre du neutre, du trans, de l'intersectionnalité, comme on dit maintenant, parce que ça fait plus chic.
du LGBT, UVWXYZ. C'est pour ça qu'il me semble qu'un féminisme d'aujourd'hui, si vous voulez, je pense que nous avons gagné l'égalité. Là-dessus, nous avons gagné, que c'est fait, et que maintenant, il faut effectivement, aller peut-être traquer les derniers restes d'inégalité. Je parle là de la loi, je parle de la vie publique. Effectivement, il n'y a pas de raison, mais il me semble que là-dessus, nous avons gagné. Maintenant, il va falloir gagner ou regagner la différence. C'est-à-dire, moi aussi, je suis très attaché à la différence des sexes, comme étant un élément structurant, et la différence des sexes existe, y compris quand vous êtes homosexuel. C'est-à-dire, vous vivez... je veux dire, je suis très attaché à cela, et moi, j'ai très peur, en fait, qu'on n'ait plus le droit de jouer, tout simplement, de jouer avec les codes des filles et des garçons. D'ailleurs, il y a une expression qu'on avait utilisée autrefois, que je trouve tout à fait inappropriée, pour employer le terme, c'est de parler de l'homosexualité comme troisième sexe. Il n'y a pas de troisième sexe, il y a deux sexes. Simplement, à l'intérieur de chaque sexe, il y en a qui sont homosexuels, il y en a qui sont hétérosexuels. Mais un homme qui est homosexuel, c'est un homme. C'est un homme homosexuel. Mais comme vous avez pris les cathos à partie, je les laisse répondre. Je ne les ai pas pris à partie, Gabriel sait bien que je les aime bien, finalement. Mais je pense que sur le premier registre sur la théorie du genre... Cela a joué quand même... C'est vrai qu'on arrive en effet à une indifférenciation, d'ailleurs qui rejoint un peu ce monde où il y aurait une indifférenciation générale. Après nos borders, nos genders, voilà. Mais moi, le premier lieu où je vois ça, malgré tout, c'est la mode quand même, ou l'androgynie, et ça fait quand même un moment que ça dure, et ça a largement précédé. En même temps, nous sommes toutes trois en pantalon. Nous sommes toutes trois en pantalon, mais moi, une jeune, je ne sais pas si vous connaissez cette jeune fille qui s'appelle Violaine Dosser, qui a écrit un bouquin très intéressant sur son anorexie. Elle était mannequin, et elle disait, quand j'entends Lagerfeld dire un tailleur Chanel, ça va pas aux femmes qui ont de la poitrine. Ça va pas aux femmes, quoi. Parce que vous voyez, donc tout ça, il y a un phénomène qui a précédé... En plus, c'est faux, franchement, ça va aux femmes qui ont de la poitrine. Et tout ce phénomène-là, c'est pas neutre, la mode tend vers, en effet, une indifférenciation des sexes. Je suis pas sûre que... Je crois qu'en effet, je sais pas si je suis le bon héros pour défendre les catholiques, mais je crois pas que... il se soit fourvoyé là-dedans. Il faut un constat, en effet, le même que le vôtre, c'est-à-dire qu'on arrive peu à peu... le mot féminisme est usurpé. Normalement, le djihadiste, il aime le djihad, le perfectionniste, il aime la perfection. La féministe, je ne suis pas sûre qu'elle aime la femme, en fait, fondamentalement. Donc, c'est un suffixe pour moi, qui est... D'ailleurs, le deuxième sexe, c'est un livre très anti-féminin. Il y a une détestation, Moi, je l'ai lu assez tard, en fait. Je l'ai lu, peut-être j'avais 30 ans déjà, plus de 30 ans. Et honnêtement, j'ai trouvé que sa détestation des femmes était quand même... Et tout ça, franchement, pour finir avec... tout ça pour finir avec des lettres... Non, mais c'est pas ça. Tout ça pour finir avec des lettres aussi cucul à praline que n'importe qui. Avec son amant américain, c'est redevenu vraiment... je veux dire, elle était très énamourée, et puis pas du tout dans le féminisme égalitaire, là, pour le coup. Mais d'ailleurs, Simone de Beauvoir, elle a quand même... Comme les gens intelligents, elle a d'une histoire personnelle, elle a fait une histoire générale, si j'ose dire, mais je vais être un peu provocatrice, mais l'histoire de Simone de Beauvoir, c'est un peu l'histoire de Guillaume et les garçons à table inversée. C'est-à-dire qu'elle avait un père qui lui disait « Vous êtes très intelligente, t'as un cerveau d'homme ». C'est quand même le comble du sexisme. Et elle, au lieu de lui dire « Je suis intelligente, mais je suis bien une femme », et bien finalement, elle a espéré à être un homme. C'est quelque chose et c'est quand même la fondation de notre féminisme actuellement. Oui, mais alors ce qui est intéressant, vous voyez, j'ai fait une mini-typologie là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup sont à la fois l'une et l'autre, alors que c'est totalement contradictoire. Parce que, de la même manière que c'est quand même assez difficile d'exiger la parité et de plaider en faveur de la non-mixité, c'est aussi très difficile de dire que non, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, on est ce qu'on veut être, et surtout, il faut éviter le rose, le bleu pour les petits-enfants, et les jeux, et les métiers, etc. Et en même temps de développer un discours dans lequel les hommes, alors là qui tout d'un coup ressuscitent en tant qu'hommes, deviennent des personnages absolument haïssables qui, dès l'embryon, sont formés à persécuter l'autre moitié de l'humanité. Alors, c'est complètement... Où les hommes existent, les femmes aussi. Bon, alors on peut détester les uns les autres, mais on ne peut pas dire en même temps, ça n'existe pas tout ça, vous voyez ? Ça, c'est drôle. Et c'est cette passion du neutre. Moi, j'ai ici un truc formidable.
J'ai trouvé ça sur des sites LGBT. C'est parce que vous n'êtes peut-être pas au courant des dernières choses. Donc, je dois dire... Vous connaissez l'écriture inclusive, yes. Évidemment. Il y a aussi l'écriture neutre. Hein. Et je ne parle pas du petit point, etc. L'écriture neutre, alors je vais vous donner des exemples parce que c'est destiné notamment. Alors, par exemple, au masculin, craintif, féminin, craintive, neutre, craintis, inclusif, craintix. Mais alors là, je comprends rien, mais neutre, c'est pourquoi alors, en inclusif, jaloux. Neutre, c'est quand une... Jalouse, on ne dit pas, c'est quand une table est craintive, c'est ça? On ne dit pas jalouse, mais jaloux. Jaloux. Hein. Et créateur, créatrice devient créateux et créatrice. Hein. Lisez vous-même, c'est absolument hallucinant. Alors, vous avez aussi ça c'est très bon pour Macron, vous savez, celles et ceux. Là. Maline copine. Hein. Celles et ceux, celui, s'il et ciel. Et puis vous savez que il et elle est remplacé maintenant par une espèce de borborite. Si tu veux et que par ailleurs, certaines églises... mais c'est un peu... Honnêtement, certaines églises à mon avis, c'est quand même... Tout ça est quand même un peu... pour empêcher qu'on parle de Dieu comme d'un être masculin. Vous jouez à vous faire peur, parce que tout ça est quand même assez... c'est pour initier ça. Écoutez, Elisabeth, moi, quand j'ai entendu pour la première fois parler, vous savez, du petit point et ES, je dis c'est une blague, quoi. Oui. Je ne me doutais pas que 15 ans après, il y aurait des manuels scolaires rédigés comme ça. Il y a eu un manuel scolaire, et je vous rappelle quand même que le ministre de l'Éducation nationale... Non, mais cela dit, là où vous avez raison, il a fallu... Moi aussi, je pensais au début de l'écriture inclusive, je me disais, bon, tout ça, c'est une vaste blague, c'est juste pour rigoler. Et il a quand même fallu que le Premier ministre, effectivement, réagisse, fort bien d'ailleurs. Mais non, Finkielkraut a très bien suggéré que le monde entier, le journal, le Monde, sont entièrement rédigés en écriture de ce type, ce qui fait qu'il n'y aurait plus de lecteurs. Oui. Mais par ailleurs, j'ai trouvé que là-dessus, la position du ministre de l'Éducation était claire. Et je ne crois pas, ne serait-ce que parce que les parents ne sont pas des sadiques à ma connaissance. Donc les parents veulent que leurs enfants apprennent à lire. Ils ne veulent pas. Donc si vous voulez, ne serait-ce que pour cette raison-là, si vous voulez, cette affaire ne va pas pouvoir passer parce que c'est impossible d'apprendre à qui que ce soit. Moi, j'ai toujours rien compris. Hein. Déjà, on est nul en orthographe. Alors, en 4 orthographes, ça va être vraiment très difficile, non? Vous avez entendu parler de l'écriture neutre? Oui, j'avais vu ça aussi. J'avais vu notamment les pronoms, là, Yel, vous avez etc. envie que vos enfants parlent le neutre? Je pense que c'est amusant, parce que ça prendra jamais, de toute façon. C'est-à-dire, j'ai du mal à croire que ça va pas passer. Par contre, les trucs qui sont amusants aussi, mais qui sont plus inquiétants, parce que c'est dans la réalité, c'est quand vous avez, justement, vous avez fait une typologie des féminismes tout à l'heure, quand vous en avez deux qui entrent en conflit. Et là, je pense à l'épisode de ce qui s'est passé à l'université de Lund récemment. Lund, en Suède. En Suède, vous êtes obligé, quand vous faites une publication académique, donc acte de colloque ou je sais pas moi, un article dans une revue académique, de mettre au moins 40% de référencement féminin dans votre bibliographie, donc de femmes. Ah oui, j'ai vu passer ça. Voilà, il y a un prof qui n'atteignait pas du tout les 40%, il était à 15%. Bon. Et donc, il a dit, bah voilà, j'ai pas d'autres femmes à mettre en référence. Et donc, ils lui ont dit, mettez Judith Butler. Or, Judith Butler, c'est quand même elle qui a théorisé la fluidité du genre, la performativité du genre, la réassignation de genre, troubles dans le genre, etc. Et elle a pris position pour dire elle-même qu'elle ne voulait pas être mêlée à cette affaire-là. C'est vrai. Parce que forcément, ça oblige à assigner les gens. Voilà, ça c'est une femme, ça c'est un homme, donc ça compte dans les 40%, oui, donc, etc. La parité va à l'encontre, voilà, donc la question des quotas était totalement incombinable. C'est comme l'affaire des troisième toilettes, en fait. Voilà, exactement. Donc là, on a grande clairement un conflit entre deux c'est bien, c'est moderne contre moderne, comme disait Muret, en fait. C'est tout le temps moderne contre moderne. Moi, je voudrais bien supprimer les toilettes dans les stations-service, parce qu'il y a toujours une file d'attente pas possible devant les femmes, alors que les hommes, il n'y a personne. Donc je trouve ça profondément injuste. Allez, donc chez les hommes, ma chère Gabrielle, je vous donne l'autorisation. J'ai peur de me faire jeter. Je vous donne l'autorisation. Allez dans plusieurs aéroports, notamment, je crois, à Toulon, vous avez maintenant 3 toilettes. Non. Si. Mais vous savez, des fois, vous avez... Alors, il y a des trucs sur Internet où on vous demande votre genre. Je crois sur Air France. Je me demande si sur Air France, il n'y a pas male, female, autre.
Et moi, dans ces cas-là, je mets toujours autre. Pour voir ce que ça va donner. Il faut mettre mauvais genre. Alors ce qu'on retient, c'est que finalement, le féminisme qui prône la parité commence à être vraiment très dépassé. Puisqu'il affecte disons qu'il entre ouais, c'est ça, il oublie en fait. Avec la théorie le temps de avec ces les queers. contradictions. Voilà, c'est ça, avec la théorie. Nous vivons le temps de ces contradictions. Vous ne pouvez pas faire la parité en disant qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes. Vous ne pouvez pas faire la parité ou la meilleure représentation des minorités visibles quand vous dites qu'elles n'existent pas puisqu'il n'y a plus de race. On les a supprimées, mais il faut quand même qu'elles soient bien représentées. Donc ça n'indique ni tête. Alors, ça nous amène peut-être d'ailleurs à une question, c'est que là, on a passé en revue de manière plus ou moins amusante des choses qui, à partir malheureusement de vrais problèmes, qui sont les vraies agressions sexuelles, sont devenues relativement délirantes et ont amené à des extrapolations, encore une fois, où on voit réapparaître les précieuses ridicules. Est-ce que vous pensez que ça va avoir à terme un effet ou finalement que tout ça touche une écume de surface et que dans la, je ne veux pas parler de la France profonde ou périphérique, mais dans la réalité humaine, est-ce que les hommes, les femmes ne vont pas rester ce qu'ils ont et elles ont été à peu près de tout temps, en intégrant tout ce qui a pu se passer de positif, si vous voulez. Ou vous pensez qu'on va vraiment vers des transformations? Parce que c'est une question qui s'adresse à tout le monde, on va tout répondre. Oui, allez-y. Non, mais moi je pense que ça aura des conséquences. Nous qui sommes un pays latin où la galanterie, les relations hommes-femmes étaient assez réputées. Enfin, quand on lit le bouquin de Claude Habib sur la galanterie française, on voit que c'est presque un art de vivre à la française. Et même une comparaison avec les Italiens. On dit que les Italiens sont des gros dragueurs, mais elle cite des témoignages de femmes qui disaient « Ah non, mais les Français sont infiniment plus fins que les Italiens. » Finalement, on devient comme les hommes comme ces peuples du Nord où les gens ne parviennent plus à se parler. Moi, je pense que ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences, je pense, durables. Ça aura des conséquences, oui, y compris dans la France profonde. Ingrid, moi, je crois à la permanence indépassable de la nature humaine, à la permanence des types humains. Donc, voilà, même quand on dit les féministes nous ont fait gagner ceci, nous ont fait gagner cela, elles contribuent beaucoup, les féministes, à entretenir le mythe du progressisme selon lequel avant c'était l'âge de pierre, qu'on ne travaillait pas alors qu'on a toujours travaillé, voilà, qu'on n'avait pas tel ou tel droit. Bon, il y avait peut-être tel droit politique qu'on a eu, qu'on n'a plus eu. Mais sinon, voilà, l'histoire, elle n'est pas linéaire. Il n'y a pas une petite flèche qui monte. Donc voilà, moi, je crois à la permanence de la nature humaine et je crois qu'on ne transforme pas les hommes. Ni les femmes. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec Ingrid, d'abord parce que je pense que la question de l'égalité des droits, si vous voulez, c'est très bien, le XVIIIe siècle, il y avait des salons, etc. Mais il n'empêche que l'égalité des droits, je ne pourrais pas m'imaginer vivre dans un monde où elle n'est pas, où elle n'existe pas, si vous voulez. Donc, en revanche, je crois que les rapports des hommes et des femmes vont en être affectés, qu'ils le sont déjà, qu'ils ont déjà échangé, que... comment dire, je crois qu'il y a quelque chose, si vous voulez, de ce que nous aimons, enfin, dans la sexualité, il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui est raté, quelque chose qui est de l'ordre du ratage, et qui, à mon avis, est au cœur de ce qu'est l'humanité. Et je crois que, oui, nous risquons de le perdre. Et dans le fond, quand je vois l'évolution de ce qui est en train de se passer, c'est la seule chose qui me console de la perspective de devoir mourir un jour. Alors, vous voyez, ça aura au moins cet effet-là. Bon. Mais oui, je crois que c'est pas... Alors, espérons, on arrive au terme de l'émission, espérons quand même qu'on ne va pas vers la disparition des différences, et notamment des différences sexuelles, qui ont quand même quelques avantages. Et que pour la nôtre, elle arrivera le plus lentement possible. Voilà. Merci à toutes les trois. J'espère n'avoir harcelé personne. Mais vous savez, si ça se trouve, des femmes, il y a des femmes qui aiment être harcelées, vous savez. Oui, ça, on ne peut pas totalement l'exclure. C'est ce que je crois savoir. Si ça se trouve, en 2050, on découvrira qu'à cette émission, comme disait Elisabeth, vous avez frôlé le genou. Il y en a aussi qui regrettent de n'avoir jamais été harcelés. Oh, ça n'existe pas, ça. Bien. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci.